médico-jejunale que je faisais. Bon, c'est la vie et c'est les progrès. Et donc, sans aucune transition, je passe la parole maintenant au professeur Talbi, parce qu'il y a eu une modification du programme en dernière minute, et ça, les organisateurs, ils auraient dû nous le dire bien avant. Donc le programme est modifié, et le professeur Talbi va nous parler des procédés oncochirurgicaux dans la prise en charge des métastases hépatiques des cancers colorectaux. Professeur Talbi du CAC de Sétif, vous avez la parole. Chers maîtres, chers confrères, honorable assistance, donc je viens aujourd'hui remplacer le professeur Lemdaoui qui aurait aimé être là mais qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui pour vous parler des procédés oncochirurgicaux, merci, dans la prise en charge des métastases hépatiques dans les cancers colorectaux. Donc le foie est le site métastatique le plus fréquent dans les cancers colorectaux. Dans 50% des patients, au cours de leur maladie colorectale, vont développer une métastase hépatique. Et dans 25% des cas, il s'agira d'une métastase synchrone. Un tiers des patients qui ont une métastase, synchrone ou métachrone d'ailleurs, vont avoir le foie comme seul site métastatique. Et donc, c'est des patients qui sont éligibles de traitement. Ce traitement va être la chirurgie, qui est le seul traitement susceptible d'offrir une survie à long terme. Ces patients peuvent bénéficier également d'un traitement de destruction locale, qui est en général réservé à des métastases de petite taille ou des métastases isolées. La chimiothérapie a la prétention de prolonger la survie à court et à moyen terme, mais elle doit être associée à la chirurgie pour espérer une survie à 5 ans. Donc la chirurgie, pourquoi opérer? Tout simplement, quand on voit que les patients sont non réséqués, ils ont 5% de survie à 5 ans. Quand ils sont réséqués, ce pourcentage donc, monte à 30, voire 50% des cas. Alors, la résection des métastases améliore la survie, on a bien vu, avec des chiffres statistiquement très significatifs, avec des chiffres allant de 40% à 5 ans jusqu'à 25% à 10 ans après une métastase hépatique. C'est quand même, de par le passé, ce sont des chiffres incroyables. Les principes de la chirurgie, donc toujours des marges de sécurité, au mieux 1 cm, au minimum 5 mm. Et là aussi, il y a une particularité en chirurgie, c'est qu'on peut faire même ce qu'on appelle une résection R1 de nécessité. Il y a eu une étude en 2008 qui a comparé les résultats en termes de survie dans le groupe R0 versus R1, qui a montré qu'il y avait pratiquement les mêmes résultats à 5 ans, voire à 10 ans. Donc, ce qui nous permet de dire même une résection R1 de nécessité, quand on ne peut pas faire mieux, vaut mieux que de rien faire. Deuxième impératif, c'est les limites. On va essayer de limiter les pertes sanguines par l'utilisation de clampage vasculaire. Alors, plusieurs types de chirurgie existent. Donc, les hépatectomies réglées, anatomiques. On peut aussi avoir recours à des chirurgies, des procédés chirurgicaux ou autres pour régénérer le foie pour permettre une étendue plus importante de la chirurgie hépatique. Ou alors, on a des chirurgies dites d'épargne parenchymateuse en essayant de conserver le maximum de parenchyme hépatique. Donc, dans le premier cas, donc, on va faire des segmentectomies. On appelle une hépatectomie majeure une hépatectomie qui emporte 3 segments ou plus. Mais malheureusement, on ne peut pas enlever autant qu'on peut ou autant qu'on doit, vu les métastases, parce qu'on est limité par le volume du foie restant. Et pour essayer de pallier à cette limitation, on va avoir recours à des procédés qui vont régénérer le foie. Donc, soit une embolisation portale ou une ligature portale. D'ailleurs, tous les deux, ils ont le même impact.
et ils vont nous donner une hypertrophie du foie au bout de 6 semaines. On peut également être amené à faire une chirurgie hépatique en 2 temps, le ALPS, qui est une association d'une résection hépatique avec ligature portale, qui va donc nous permettre de faire des hépatectomies majeures dans un 2e temps. On peut avoir recours aussi à un autre type de technique, qui est donc l'embolisation, qui va être double, portale et sushépatique ipsilatérale de manière concomitante, qui va nous permettre d'obtenir également une hypertrophie, mais dans un délai plus court, enfin moins de 6 semaines. On a d'autres procédés qui sont l'épargne parenchymateux. Alors, au début, c'était controversé. Maintenant, on sait que on a les mêmes résultats oncologiques. Ils sont carrément similaires, qu'on enlève une résection réglée segmentaire ou qu'on fasse ce qu'on appelait avant les métastasectomies. D'autant plus quand on est devant des métastases hépatiques qui touchent les 2 lobes, donc bilobaires, et spécialement quand on a des métastases de petit volume, moins de 30 mm. Alors la chirurgie, oui, open, maintenant on le sait. Maintenant, la place de la laparoscopie. La laparoscopie, là aussi, dans les métastases hépatiques, a prouvé sa supériorité, avec moins de douleur, une meilleure reprise de la vie, une meilleure qualité de vie après l'intervention que par voie laparotomique. Et on a un score ou des critères, c'est le EWAT Criteria, qui sont un ensemble de facteurs, il y en a 6 exactement, qui vont nous permettre, en préopératoire, de prédire les difficultés péropératoires d'effectuer une hépatectomie. Et donc, ça va prendre en considération la localisation de la tumeur, sa taille, l'étendue de la résection, la fonction hépatique restante après cette chirurgie. Ça va déterminer le niveau de difficulté, et qui dit difficulté dit nécessité d'une expertise chirurgicale. Et pour cela, il y a eu des études qui ont essayé d'avoir des critères objectifs, tels que la nécessité d'une conversion en open cellio ou le temps opératoire, qui ont montré que l'expertise en matière de chirurgie hépatique était nécessaire pour obtenir des résultats satisfaisants. Donc, chirurgie, oui. Par voie laparoscopique, oui. Par des chirurgiens experts, préférable. Il est préférable. En dehors de la chirurgie, la chimiothérapie également apporte beaucoup dans la prise en charge des métastases hépatiques, des cancers colorectaux, des fois avec des résultats vraiment spectaculaires. Cependant, il y a une étude japonaise en 2021 qui a montré que la chimiothérapie néoadjuvante dans les tumeurs avancées n'apportait pas un plus, n'avait pas un impact pronostique vraiment significatif, et que même elle augmentait les taux de complications post-opératoires. La chimiothérapie adjuvante, quant à elle, également apportait un bénéfice, mais vraiment minime ou marginal. Cependant, les recommandations ESMO, le consensus guideline mis en place en 2016 et reconduit en juillet 2023, recommande donc une chimiothérapie périopératoire, cependant pas pour toutes les métastases. Alors quand c'est des métastases qui sont d'emblée résécables ou chez des patients dont le pronostic est favorable, là on va éviter la chimiothérapie périopératoire et on va opérer d'emblée. En revanche, quand on est devant des patients dont la résection est techniquement soit difficile, soit dite borderline, on va être amené à faire une chimiothérapie. Il est carrément recommandé de faire une chimiothérapie périopératoire à type de Folfox ou de Capox et d'opérer ensuite. Alors un cas particulier, c'est les lésions de petite taille. Alors quand on résèque en première intention, ça ne pose pas de problème. En revanche, à chaque fois qu'on décide de faire une chimiothérapie périopératoire, quand c'est des métastases de moins de 20 mm ou dont la profondeur est supérieure à 10 mm, il est recommandé de mettre en place un clip, vu que ces lésions vont très probablement disparaître après les premières cures de chimiothérapie. Il y a également des études qui ont montré que la mise en place de ce clip ne mettait en aucun cas en danger le patient et
ne présentaient pas plus de risques d'apparition de récidive après. En dehors de la chirurgie, il y a d'autres procédés donc, qui sont la radiofréquence, qui est la destruction tumorale induite par la chaleur, qui peut atteindre 100 degrés, ou inversement par la cryothérapie, qui est la nécrose induite à moins 180 degrés. Les micro-ondes également ont été utilisées dans les métastases hépatiques, avec le même principe. Ils ont même permis d'atteindre des métastases dont le volume atteignait les 5 cm quand même. La radiothérapie stéréothéaxique également a été essayée, même pour 3 métastases hépatiques, de 1 à 3 métastases hépatiques. Maintenant, on va parler de timing. Alors, par définition, les métastases synchrones, c'est les métastases qui apparaissent au moment du diagnostic, ou voire même carrément avant le diagnostic. Et les métastases métachrones, c'est des métastases qui sont divisées soit en métastases métachrones précoces, dans les 12 mois qui suivent le diagnostic, soit en métastases métachrones tardives qui surviennent après les 12 mois. Il faut savoir que ces métastases tardives ont meilleur pronostic que les métastases synchrones. Donc, quand on est devant des métastases synchrones, on a aussi plusieurs possibilités. On va faire ça en résection en 2 temps. Alors, en 2 temps, on peut commencer par la tumeur primitive. En 2 temps, on peut commencer par le foie en premier, ou on fait une résection simultanée. Pour les résections en 2 temps, on commence, elle est indiquée idéalement dans le cancer du côlon ou du rectum, quand on peut faire, par exemple, associer à ce geste-là un premier temps d'hépatectomie dans les hépatectomies à 2 temps, donc d'une pierre 2 coups. Les résections en 2 temps, foie premier, ce sont ce qu'on appelle les liver first approach, ont montré une nette amélioration par rapport à la survie, donc ils sont à privilégier. Il y a eu une étude de 2021 qui, pour les métastases uniques, unilobaires, bon, il n'y a pas trop de différence, mais dans les métastases bilobaires, la liver first approach a montré une supériorité par rapport aux autres types, donc soit une résection simultanée ou autre. Les résections simultanées, alors avant c'était non, parce qu'on pensait que ça augmentait la morbidité, que c'était quelque chose qu'il fallait éviter, alors que depuis 2008, cette étude a montré que non, au contraire, on peut très bien faire les deux. Après, on a essayé de dissocier le côlon du rectum parce que c'est pas pareil. Donc là aussi, on voit qu'il y a un bénéfice, mais les 2 courbes ne sont pas statistiquement significatives, mais le côlon semble avoir plus tendance. Avec le côlon, on peut plus facilement faire une approche simultanée. Donc, laquelle choisir de ces techniques, on est bien embarrassé, mais en général, on préfère la liver approche, donc la résection de la métastase hépatique en premier. Cependant, ça serait trop facile parce que ça dépend du stade TN surtout de notre tumeur, ça va dépendre du siège, de la résécabilité, du nombre de métastases, ça va dépendre du patient, donc de son contexte particulier. Et l'objectif, quel que soit X, c'est de traiter au mieux les métastases et de traiter au mieux la tumeur rectale. Pour le rectum, c'est un peu particulier. Pour cela, il est impératif de faire des réunions de concertation pluridisciplinaires pour discuter au cas par cas sur la meilleure stratégie thérapeutique à adopter pour notre patient. Donc, cette discussion est impérative pour donner un choix aux praticiens. La chirurgie demeure le seul traitement à visée curative, mais pour qu'elle soit possible, on a recours à plusieurs procédés oncochirurgicaux afin d'améliorer la résécabilité de ces métastases. La mortalité et la morbidité
doivent nous amener à faire réaliser ce type de chirurgie par des centres experts. Donc l'expertise chirurgicale en matière de chirurgie hépatique est maintenant prouvée. Ce n'est pas la technique, mais c'est plus l'expertise, l'habitude de faire. Et la chirurgie simultanée reste cependant possible en open ou par laparoscopie, soit partielle ou totale, par des équipes entraînées, quand les résections sont mineures ou lorsqu'on a des localisations antérieures. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci surtout d'avoir respecté strictement votre temps. On a 10 minutes pour quelques questions. Et on va commencer par l'exposé du professeur, du docteur Lariada. Est-ce qu'il y a des questions à propos de la prévention du cancer colique? Oui, allez-y. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Un micro pour... Bonjour, merci pour les deux présentations. J'ai une question par rapport au dépistage du cancer colorectal. Donc, vu qu'on dispose du test immunologique, est-ce qu'on a le droit d'utiliser mon dépistage de base? Merci. Merci pour la question. On reçoit souvent des malades venant de certains laboratoires qui disent l'indication présence de sang dans les selles positives. Et on trouve des choses. La question n'est pas là. La question, un dépistage doit être fait dans un cadre bien défini, bien organisé, avec des objectifs clairs. Et ce qui est fait par rapport à certains patients qui consultent un médecin, il y a certains collègues généralistes qui le font. Chez les malades symptomatiques, il y a des études, ça peut se concevoir. C'est pour ça que le test quantitatif est intéressant. Il est également utilisé pour sélectionner les patients symptomatiques qui ont par exemple des douleurs abdominales, qui ont de l'anémie. Est-ce que, vu que les signes du cancer colorectal ne sont pas spécifiques, et souvent les coloscopies sont négatives, est-ce qu'on ne peut pas optimiser cette coloscopie? Donc ça se discute de faire le test chez les patients symptomatiques pour sélectionner à la coloscopie. Il y a des études qui sont faites. Pas avec l'hémoculte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui est fait, ce n'est pas avec l'hémoculte, il a abandonné, puisque le FIT il est nettement plus intéressant, nettement plus sensible et plus spécifique. Et l'hémoculte, ce qui me dérange dans la pratique, ce n'est pas les malades qui viennent, c'est les faux négatifs. C'est-à-dire on les rassure faussement, l'hémoculte est négatif, alors qu'ils ont une lésion, notamment tumorale. Voilà, c'est pour ça que l'hémoculte est abandonné partout. Docteur Taouchichet, puis ensuite il y a deux autres questions avant. Question courte, réponse courte, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, docteur Taouchichet. Vite. Voilà. Karim, merci pour ta présentation qui nous met encore dans une frustration absolue en matière de dépistage qui est en discussion depuis plus d'une dizaine d'années. Et ça repose le problème aujourd'hui, comment se battre pour le réaliser justement. Est-ce que le dépistage se fera éventuellement par un FIT préalable pour faire une coloscopie après, ou faire systématiquement des coloscopies à un certain âge, dans la mesure où il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se mettre dans le cas où on fait le dépistage par FIT, dans le sens où le FIT, la participation des malades, le moyen de transport, donc le courrier, qui n'est pas évident en Algérie. Voilà, donc je lance le débat. Est-ce que la coloscopie au-delà de certain âge pourrait être un moyen qui se fait en Allemagne et qui permet d'avoir de très bons résultats en matière de découverte de lésions précancéreuses ou de cancers précoces,
ou encore le FIT qui pose un problème même dans les pays européens. En France, il ne peut atteindre que 30%. C'est-à-dire ça peut se concevoir comme c'est fait aux États-Unis, de laisser le choix au malade. C'est-à-dire le malade, il doit choisir, mais il doit choisir quelque chose. Mais le système de sécurité sociale doit suivre. Il doit rembourser cette coloscopie. Au moins, si on se bat, on doit se battre pour le remboursement d'au moins une coloscopie après l'âge de 45 ans ou 50 ans, quelque chose comme ça. Et nous, pour ce qui nous concerne, on doit améliorer cette pratique de la coloscopie. On fait trop peu de coloscopies en Algérie par rapport à la population générale, et on risque, ça a été dit par les chirurgiens, vu que vous n'êtes pas nombreux, vu que vous n'arrivez pas à faire un nombre suffisant, est-ce qu'on doit vous aider à faire les examens endoscopiques entre guillemets? Mais sur le plan scientifique, on doit évaluer les différentes méthodes pour dire quelque chose. Sinon, je ne peux pas me permettre de dire mon avis sur rien. Question suivante. Question courte, s'il vous plaît. Merci Karim pour ta présentation. Juste une question simple. Dans la vraie vie, à quel âge tu préconises une coloscopie chez une population qui présente un risque très faible en Algérie? Idéalement 45 ans. J'ai demandé il faut voir le fichier, mais si on est gourmand sur les objectifs, si on décide de commencer à 45 ans, en étant une population jeune, entre 45, il faudra évaluer quelle est la population algérienne entre 45 et 50 ans. Si tu le débutes à 45 ans, tu ne pourras pas faire face. Il faut au moins commencer par quelque chose. Et à mon sens, si on voit la littérature, les pays développés, tous font de dépistage organisé, parce qu'ils sont organisés, parce qu'il faudra faire des relances, il faudra recenser, etc. Et les pays en voie de développement qui n'ont pas les moyens, beaucoup font du dépistage opportuniste. Il faut au moins commencer par quelque chose et puis rectifier le tir en fonction des évaluations. Monsieur Layada, je voudrais vous poser quelques questions. Vous permettez, parce que la priorité elle est à l'auditoire. Si je comprends bien, le thème de votre présentation, c'est dépistage du cancer colorectal, quand et comment. Mais je vois d'après votre exposé, vous n'avez pas répondu à ces deux questions. Je vais tout de suite vous donner les arguments. Ce dépistage, est-ce qu'il est pertinent chez nous? Est-ce qu'il est pertinent? Pour qu'un dépistage soit pertinent, il fallait que vous décriviez les fameux critères de Wilson et Jungers et les critères de l'OMS qui caractérisent la pertinence d'une enquête épidémiologique ou d'un dépistage d'une affection. Donc, est-ce que et la deuxième question, c'est toujours dans le même sens. Il y a eu une enquête de Béjaïa que vous avez citée, elle a eu lieu à Melbourne, et c'est une enquête qui, je considère, elle a été éphémère puisqu'elle a été suivie également par l'enquête de Annaba et de Larouat. Alors donc, ce qui fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire chez nous. Vous nous avez donné la méthodologie, mais quand est-ce qu'on va le faire, ce dépistage? Est-ce que vous avez une date? Est-ce qu'il est introduit dans le plan cancer actuellement? D'accord, pour la première partie, bien sûr que j'ai répondu aux deux questions, et même plus. Le comment, c'est les trois stratégies. Le quand, c'est les différentes stratifications des populations à risque. Pour la deuxième remarque, j'ai été impliqué dans les dépistages de Bjaïa, même très très impliqué, puisque je faisais l'aller-retour pendant une année pour faire les endoscopies et chapeauter mes collègues. Donc je suis très au courant de ce qui s'est passé à Annaba, de ce qui s'est passé à Bjaïa, et même à Batna. Bon, c'était des expériences. Je ne peux pas me permettre, ça serait très prétentieux de ma part, de dire en Algérie, voici ce qu'il faut. Ça nécessite une journée de réflexion entre les différents collègues, entre les aînés, entre les représentants des différentes sociétés savantes, pour discuter d'une stratégie à adopter et d'être modeste, de commencer par faire des études fiables et les évaluer,
l'étude de Bjaya, bon, quand on fait des thèses, on est motivé. Malheureusement, en Algérie, dès qu'on est prof, dès qu'on a le titre PR, ça change diamétralement opposé. Bon, ce n'est pas l'objectif, c'est pour ça, c'est les sociétés savantes qui doivent prendre ce volet-là. Si je peux me permettre, avant de donner la réponse, le micro, parce que dans le prolongement de ta question et dans la réponse du docteur Layada, je voudrais apporter un petit commentaire là-dessus parce que je trouve qu'on touche à un problème d'une importance cruciale. Dire que la prévention de cancer du côlon, c'est la coloscopie, c'est une énorme bêtise. La prévention du cancer du côlon, c'est d'abord l'éducation sanitaire de la population et une stratégie de prévention prise en charge par l'État qui commence par le test immunologique et qui permet de faire en sorte que lorsque le test est positif, que la personne concernée puisse bénéficier d'une coloscopie dans les meilleures conditions et gratuitement. Bon, nous, dans ce pays, on commence des choses et puis après on les oublie. Et on n'est même pas capable, si tu veux, d'apprendre de nos échecs. Or, vous savez très bien, nous apprenons plus de nos échecs que de nos réussites. Il y a eu un plan cancer. Et dans ce plan cancer, il y avait un programme de prévention. Pas seulement du cancer du côlon, du cancer en général. Est-ce que, depuis la clôture de ce plan, est-ce qu'il y a eu une seule étude rétrospective pour savoir quel est l'impact de cet investissement matériel, humain et financier qui a duré des années? Qu'est-ce qu'il a donné? Et s'il n'a rien donné, pourquoi il n'a rien donné? Je le dis et je le répète ici, et surtout que la salle est là avec plein de jeunes gastro-entérologues qui ont beaucoup d'ambition dans leur métier, je le répète, la prévention du cancer colique est une affaire des pouvoirs publics, est une affaire de l'État qui doit mettre en place l'ensemble des moyens pour effectivement prendre en charge ce problème et arriver à des résultats. Sinon, on tourne en rond, on fait beaucoup d'endoscopies, on fait beaucoup de coloscopies, on dépense beaucoup d'argent, mais on n'aura aucune influence sur la courbe de progression de cette maladie dans la population générale. Voilà. Ça, je tiens absolument à insister là-dessus. Pourquoi? Parce que quand le plan cancer a démarré, le docteur Layada était là, moi j'étais absolument contre ce type d'expérience, Béjaïa, etc. Je disais, ne trompez pas les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la prévention d'un cancer colique. Je suis désolé. Il y a une autre méthode à faire. D'abord, faire un plan anti-cancer dans un pays où il n'y a pas de programme national de santé, c'est déjà une erreur. Le plan anti-cancer, c'est un chapitre dans un bouquin qui s'appelle Programme national de santé. Il n'y a pas de programme national de santé. On ne peut pas faire un plan anti-cancer en oubliant la prévention des maladies cardiovasculaires qui sont aujourd'hui la première cause de mortalité dans ce pays. On ne peut pas faire un plan anti-cancer dans un pays où il y a 1000 femmes qui meurent des suites de leur couche chaque année dans ce pays. Alors, soyons raisonnables. Nous sommes des médecins, nous sommes des gastro-entérologues, mais nous sommes aussi des citoyens et nous devons réfléchir en tant que citoyens et apporter la bonne parole au pouvoir public pour qu'ils orientent l'argent du pays dans les bonnes circonstances. Pardonnez-moi d'être peut-être avoir été un peu excessif, c'est ma façon de parler, mais c'est comme ça, voilà. Merci, M. Layada. Je ne sais pas s'il y a encore une question à poser. Sinon, on va passer à la... Oui. Ah oui, je vois là-bas le professeur Afraj. Tfadli.
Alors juste un complément de ce que vient de dire Layada. En fait, nous, en tant que société savante de gastro, on avait présenté un plan, enfin un travail pour le dépistage